Je vous reverrai tous en enfer, vous vous en souvenez. Chacun d'entre vous, je vous verrai en enfer. Nous sommes dans la ville de Springfield, où nous nous plongeons dans les détails horribles du procès pour triple meurtre dans le Berkshire qui a bouleversé la nation. Caius Veiovis, membre de Hells Angels, et ses complices sont accusés de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'intimidation de témoins. Le procès, qui s'est déroulé devant la Cour supérieure de Hampden, a révélé les actes horribles commis par Veiovis et ses complices. Il a été accusé de meurtre au premier degré, d'intimidation de témoins et d'enlèvement. Dans les bas-fonds de Pittsfield, dans le Massachusetts, une série de crimes odieux a été commise, qui a marqué à jamais la communauté. Le nom qui allait devenir synonyme de terreur et de brutalité était celui de Caius Veiovis. Voici l'histoire glaçante de ces crimes et des événements choquants qui ont conduit à sa condamnation. Tout a commencé à l'été 2011, lorsque 3 hommes, David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Leur disparition soudaine a provoqué une onde de choc au sein d'une communauté très unie, laissant les amis et les familles désespérément à la recherche de réponses. Au fil des jours et des semaines, la vérité sur leur sort s'est lentement dévoilée. Il s'est avéré que ces 3 âmes innocentes avaient été victimes d'un trio de membres du Hells Angels Club au sang-froid, dirigé par nul autre que Caius Veiovis lui-même. La chronologie des événements qui ont conduit à la découverte macabre de leur corps démembré à Becket est un témoignage effrayant de la profondeur de la dépravation humaine. Aux premières heures du 28 août 2011, Veiovis, accompagné de ses complices Adam Lee Hall et David Chalut, s'est rendu au domicile d'Edward Frampton à Pittsfield. Sous le couvert de l'obscurité, ils ont enlevé de force Glasser, Frampton et Chadwell, les arrachant à leur vie et les plongeant dans un cauchemar dont ils ne se réveilleraient jamais. Les victimes, qui ne se doutaient de rien, ont ensuite été transportées dans un lieu tenu secret où elles ont connu une fin tragique. Alors que les jours se transforment en nuit, les familles des hommes disparus se retrouvent dans un état d'incertitude angoissant. Leurs pires craintes se sont confirmées lorsque les corps de Glasser, Frampton et Chadwell ont été découverts dans une zone isolée de Becket, démembrés de façon horrible. L'onde de choc s'est répercutée dans toute la communauté, laissant les habitants dans un état d'incrédulité. Comment des actes aussi inqualifiables ont-ils pu être commis dans leur propre jardin? La réponse se trouve dans les esprits tordus de Veiovis, Hall et Chalut, qui ont orchestré ce complot macabre avec une précision qui fait froid dans le dos. L'enquête sur le triple meurtre de Berkshire a rapidement pris de l'ampleur, les forces de l'ordre travaillant sans relâche pour traduire les auteurs en justice. L'affaire a finalement été renvoyée devant la Cour supérieure de Hampden, les avocats de la défense ayant fait valoir que la grande publicité faite autour du comté de Berkshire entraverait la sélection d'un jury impartial. Le Commonwealth n'a jamais été en mesure de trouver la scène de ces meurtres. Par conséquent, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de preuves ou de témoignages reliant M. Veiovis au lieu où ces crimes ont été commis. Le procès qui a suivi a été un voyage éprouvant dans les profondeurs de la noirceur humaine. L'accusation a méticuleusement présenté les preuves à l'encontre de Veiovis, Hall et Chalut, brossant un tableau saisissant de leur malveillance. Les témoins ont raconté à la barre les détails horribles des derniers instants des victimes, et le jury n'a eu aucun doute quant à la culpabilité des accusés. Le procès de Caius Veiovis, le cerveau du triple meurtre du Berkshire, s'est déroulé dans une salle d'audience où régnait une atmosphère d'anticipation. L'accusation a présenté un dossier convaincant, rassemblant méticuleusement les preuves qui scelleraient le sort de Veiovis. Les témoins sont venus à la barre, la voix tremblante, pour raconter les horreurs dont ils ont été témoins. Leurs témoignages ont brossé un tableau saisissant des événements effrayants qui se sont déroulés au cours de cette nuit fatidique d'août 2011. Le jury a écouté attentivement, les yeux fixés sur les accusés, la vérité sur les crimes étant mise à nu. L'accusation a soutenu que Veiovis, ainsi que ses co-accusés Adam Lee Hall et David Chalut, avaient méticuleusement planifié et exécuté l'enlèvement et le meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Le mobile de ces actes odieux est resté dans l'ombre, mais les preuves présentées ne laissent aucun doute sur la culpabilité des accusés. Cependant, Veiovis a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Permettez-moi d'être encore une fois très clair avant de m'asseoir. Ma main n'était pas là, d'accord. Ma main n'était pas là. Au cours du procès, la défense s'est battue bec et ongle pour mettre en doute les arguments de l'accusation. Elle a mis en doute la crédibilité des témoins, tentant de percer leurs témoignages. Mais le poids des preuves contre Veiovis était écrasant, et les efforts de la défense n'ont pas abouti. Le jury, composé de personnes d'horizons divers, a écouté attentivement les arguments présentés par les deux parties. Il a méticuleusement examiné les preuves, prenant en compte chaque détail avant de rendre son verdict. Après 37 heures de délibération, l'heure de vérité a sonné. Coupable. Que cela a été commis avec une préméditation délibérée. Alors, Monsieur le Président, est-ce le verdict du jury? Oui,
La réaction de Vejović est une réaction de pure rage. Il s'en prend au jury, sa voix est pleine de venin et il s'écrie « Je vous verrai tous en enfer. Ne l'oubliez pas, chacun d'entre vous, je vous verrai tous en enfer. » C'était une démonstration effrayante de la noirceur qui résidait en lui. « Je vous reverrai tous en enfer, vous vous en souvenez. Chacun d'entre vous, je vous verrai en enfer. » Les familles des victimes, qui ont enduré la douleur et l'angoisse de la perte de leurs proches, ont trouvé un certain réconfort dans le verdict de culpabilité. Le procureur du district du Berkshire, David F. Capeless, a exprimé sa satisfaction, déclarant qu'il n'avait jamais hésité à croire que justice serait rendue. M. Capeless a reconnu l'immense impact du procès sur les familles et les amis de Glasser, Frampton et Chadwell. Il espère que les verdicts de culpabilité permettront de tourner la page, même s'il sait que cela ne suffira jamais à apaiser leur peine. L'avocat de la défense, James G. Reardon Jr., bien que déçu par l'issue du procès, a respecté la décision du jury. Il a exprimé sa confiance dans le système de jury américain, même s'il se prépare à un appel automatique en vertu de la loi de l'État. M. Reardon estime que les preuves indirectes soulèvent d'importantes questions juridiques qui pourraient avoir une incidence sur l'affaire. Lorsque le procès s'est achevé, la communauté a dû faire face aux conséquences des événements choquants qui s'étaient déroulés. Les cicatrices laissées par Vejović et ses complices resteront à jamais gravées dans la mémoire collective de Pittsfield. Les co-accusés de Vejović, Adam Lee Hall et David Chalus, avaient déjà été condamnés dans des procès distincts et purgeaient des peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le règne de terreur du trio a pris fin, mais l'impact de leurs actions se fera sentir pendant des années. Sa sentence a été fixée et les condamnations pour meurtre sont assorties d'une peine obligatoire de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il s'agit d'un châtiment approprié pour les atrocités qu'il a commises qui garantit qu'il ne sera plus jamais en liberté. Lorsque la salle d'audience s'est vidée, les familles des victimes ont dû recoller les morceaux de leur vie brisée. Les blessures infligées par Vejović et ses complices ne guériront jamais complètement, mais elles pourront enfin se consoler en sachant que justice a été rendue. Rejoignez-nous dans la prochaine partie de cette série pour découvrir les motivations de ces crimes horribles, l'impact sur la communauté et l'héritage laissé par Caius Vejović et ses co-accusés. Préparez-vous à une histoire qui vous laissera songeur sur les profondeurs de la noirceur humaine. Alors que la poussière retombait après le procès de Caius Vejović, la communauté de Pittsfield devait faire face aux conséquences des crimes choquants qui s'étaient déroulés. L'impact des actions de Vejović restera à jamais gravé dans la mémoire collective de la ville, laissant des cicatrices qui ne s'effaceront jamais. Pour les familles et les amis de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, le verdict de culpabilité a apporté un sentiment de clôture doux amer. Bien que justice ait été rendue, la douleur de leur perte ne se dissipera jamais vraiment. Le vide laissé par leurs proches ne pourra jamais être comblé, et le chagrin qu'ils portent sera un fardeau pour toute leur vie. Le procureur du district du Berkshire, David F. Capeless, qui a inlassablement cherché à obtenir justice pour les victimes, a exprimé l'espoir que les verdicts de culpabilité mettraient fin au rappel constant de la tragédie pour les familles. Il a reconnu que, bien que cela ne puisse jamais apaiser leur chagrin, il s'agit d'un pas vers la fermeture. L'impact des crimes commis par Vejović et ses complices s'est étendu bien au-delà du cercle immédiat des familles et des victimes. La communauté tout entière a été ébranlée par le choc provoqué par les détails macabres qui ont été révélés au cours du procès. Pittsfield, qui était autrefois une ville très unie, est désormais en proie à un sentiment de malaise et de méfiance. Prenez place à la Cour supérieure du Québec, où le règne de terreur de Boucher, chef des tristement célèbres Hells Angels, a provoqué une onde de choc dans le monde criminel et au-delà, en dévoilant la vérité choquante sur son implication dans la mort par balle de 2 gardiens de prison. Le chef des Hells Angels a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Dans les rues sordides de Montréal, un jeune homme nommé Maurice Boucher est destiné à l'infamie. Né dans les années 1950, le parcours de Maurice Boucher dans le monde criminel commence dès son plus jeune âge. Adolescent, il trouve du réconfort et un sentiment d'appartenance au sein du célèbre gang de motards, les Hells Angels. Boucher a rapidement gravi les échelons, faisant preuve d'une nature rusée et impitoyable qui lui a valu le respect et la crainte de ses pairs. Son charisme et ses qualités de leader sont inégalées, ce qui fait de lui un choix naturel pour diriger le chapitre montréalais des Hells Angels. Avec Boucher à leur tête, les Hells Angels deviennent une force avec laquelle il faut compter. Leurs activités criminelles vont du trafic de drogue à l'extorsion, laissant dans leur sillage violence et chaos. L'esprit stratégique de Boucher et sa capacité à naviguer dans le monde perfide du crime organisé l'ont propulsé au sommet de la hiérarchie criminelle. Sous le commandement de Boucher, les Hells Angels étendent leur influence, établissant un bastion dans le monde interlope de Montréal.
leur pouvoir s'étend au-delà des limites de la ville, dans d'autres provinces et même au-delà des frontières internationales. La main de fer de Boucher sur le gang de motards lui permet d'amasser des richesses et de contrôler diverses entreprises criminelles. Mais l'argent et le pouvoir ne sont pas les seuls moteurs de Boucher. Il a une réputation à défendre, et il le fait avec une férocité qui sème la terreur dans le cœur de ses ennemis. La nature violente de Boucher et sa volonté de recourir à des mesures extrêmes lui ont valu un surnom redoutable, le parrain des Hells Angels du Québec. Le parrain régnait d'une main de fer, exigeant de ses subordonnés une loyauté et une obéissance sans faille. Ceux qui osaient le contrarier subissaient des conséquences rapides et brutales. Le règne de terreur de Boucher a été marqué par une série de crimes retentissants, tous plus audacieux les uns que les autres. À la fin des années 80 et dans les années 90, un autre club de motards, les Rock Machines, a rivalisé avec les Hells Angels pour le contrôle du trafic de stupéfiants au Québec. La guerre des motards du Québec a vu les Rock Machines s'allier à de nombreuses autres organisations pour affronter les Hells Angels. Au cours de cette guerre intense entre les Hells Angels et les Rock Machines, Boucher a ordonné les meurtres de 2 agents correctionnels du Québec, Diane Lavigne et Pierre Rondeau. Tout cela est le fruit d'un plan élaboré par Boucher, qui souhaitait que les crimes commis par les motards soient si graves que les procureurs ne veuillent pas conclure d'entente pour transformer les motards en informateurs. Les crimes commis par Maurice Boucher et ses acolytes des Hells Angels ont provoqué une onde de choc dans tout le pays, entraînant une quête incessante de justice. Les autorités sont déterminées à faire tomber l'homme qui terrorise les rues de Montréal depuis trop longtemps. En 1998, un jury a acquitté Boucher d'avoir commandité ces meurtres. Il a gagné le premier tour. Le jury du premier procès de Boucher l'a déclaré non coupable. Célébration assurée. Le rire ne durera pas. Il a ensuite été suivi de près par la police. En 2000, une cour d'appel a annulé l'acquittement précédent et il a été à nouveau arrêté. En mai 2002, il a été reconnu coupable des meurtres commis avec l'aide d'un informateur de la police. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent et que le dossier contre Boucher se renforce, le décor est planté pour un procès qui va captiver la nation. Les crimes et la condamnation de Maurice Boucher deviendront un symbole de la lutte contre le crime organisé, une bataille entre le bien et le mal qui mettra à l'épreuve les limites du système judiciaire. La procureure de la Couronne, chargée de poursuivre Boucher, France Charbonneau, a déclaré qu'elle recevait régulièrement des menaces de mort, ce qui montre à quel point Boucher était influent. La nation est restée sous le choc lorsque les détails de ce crime odieux ont été révélés. La brutalité et l'insensibilité de l'acte ont envoyé un message glaçant à tous ceux qui ont osé s'opposer à Boucher et à son empire des Hells Angels. Les autorités n'ont pas tardé à lancer une enquête approfondie, déterminées à traduire les responsables en justice. Les preuves contre Boucher et ses associés sont accablantes et le dossier se renforce de jour en jour. À l'approche du procès, la nation retient son souffle, impatiente de voir la justice rendue. La salle d'audience devient un véritable champ de bataille, l'accusation présentant une montagne de preuves contre Boucher et ses co-conspirateurs. Les preuves accablantes contre Boucher se sont avérées trop importantes pour être surmontées. Le jury, confronté au poids des crimes commis, rend un verdict qui changera à jamais le cours de la vie de Boucher. Le témoin clé de l'accusation est Stéphane Gagné, surnommé Godasse, qui est impliqué dans les 2 meurtres. Il a déclaré que Boucher lui avait ordonné de commettre les meurtres et qu'il avait été félicité par la suite par Boucher lui-même. Un autre de ses hommes de main, Serge Boutin, conclut un accord avec la Couronne en plaidant coupable d'homicide involontaire et en purgeant une peine de 7 ans d'emprisonnement en échange de son témoignage contre Boucher. Maurice Boucher est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont les meurtres des gardiens de prison. La salle d'audience a éclaté en applaudissements alors que justice était enfin rendue et la nation a poussé un soupir de soulagement collectif. La phase de détermination de la peine a été tout aussi intense, l'accusation cherchant à infliger la peine la plus sévère à Boucher et à ses complices. Le juge, chargé de déterminer leur sort, a écouté les arguments passionnés des 2 parties. En fin de compte, le juge a prononcé une peine qui reflétait la gravité des crimes commis. Boucher et ses complices devront passer le reste de leur vie derrière les barreaux afin de s'assurer qu'ils ne représenteront plus jamais une menace pour la société. Après 11 jours de délibération du jury, Boucher a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de tentative de meurtre et de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré le 5 mai 2002. Boucher n'a manifesté aucune émotion à l'annonce du verdict. Il a été condamné automatiquement à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 26 ans. Les crimes et la condamnation de Maurice Boucher ont marqué un tournant dans la lutte contre le crime organisé. Il s'agit d'une victoire pour les forces de l'ordre et d'un témoignage de la résilience du système judiciaire. Cependant, la condamnation de Maurice Boucher a eu un impact profond sur la perception des Hells Angels et du crime organisé dans son ensemble.
Le public, autrefois fasciné par la mystique et l'attrait du gang de motards, les voit désormais pour ce qu'ils sont vraiment, une organisation criminelle impitoyable. Il passerait le reste de ses jours en prison, mais il est toujours lié au crime organisé et continue de commanditer des meurtres. En 2018, il a écopé de 10 ans supplémentaires à sa condamnation à perpétuité. Les médias ont joué un rôle crucial dans l'élaboration de ce récit, en exposant les dessous sombres des Hells Angels et en faisant la lumière sur leurs activités criminelles. Les documentaires, les reportages et le journalisme d'investigation ont mis la vérité au premier plan, ne laissant aucune place aux notions romancées de motards hors la loi. L'impact de la condamnation de Boucher s'est étendu au-delà des Hells Angels eux-mêmes. Elle a servi de signal d'alarme pour les services répressifs de tout le pays, les incitant à réévaluer leurs stratégies et tactiques dans la lutte contre le crime organisé. Des groupes de travail ont été constitués, chargés de démanteler les organisations criminelles et de perturber leurs opérations. La lutte contre les Hells Angels est devenue une priorité absolue. Des ressources et des effectifs ont été affectés à l'élimination de ceux qui cherchaient à combler le vide laissé par Boucher. L'héritage de Maurice Boucher et des Hells Angels continue de façonner le paysage criminel à ce jour. Bien que le gang ait connu des revers et des conflits internes, sa présence et son influence ne peuvent être sous-estimées. L'histoire de Maurice Boucher est une mise en garde, un rappel des dangers posés par le crime organisé et la quête incessante du pouvoir. C'est une histoire de violence, de cupidité et des conséquences qu'entraîne le franchissement de la ligne de démarcation. Selon certains rapports, tout au long de son incarcération, Boucher a vivement souhaité se venger de ses anciens hors la loi, qu'il considère comme l'ayant trahi s'il était un jour libéré. D'autres révélations font état d'un diagnostic de cancer et de longues périodes d'isolement. Le 10 juillet 2022, la presse rapporte que Boucher est décédé à l'âge de 69 ans, alors qu'il recevait des soins palliatifs pour un cancer de la gorge. Nous nous rendons à Berlin, en Allemagne, pour la condamnation du chef des Hells Angels de Berlin, Kadir Padir, et de plusieurs autres personnes. Nous explorerons les crimes effrayants et la condamnation de Kadir Padir, un membre éminent du célèbre gang de motards des Hells Angels, qui a été accusé de meurtre en commun et d'incitation au meurtre. Cette histoire de violence et de justice vous laissera pantois, car nous découvrirons les détails choquants entourant le meurtre de Tahir Özbek, 26 ans. De l'exécution calculée à l'absence de remords affichée par Padir et les autres membres du gang, cette histoire vous donnera des frissons. Dans les bas-fonds de la criminalité berlinoise, un nom fait trembler les forces de l'ordre et les gangs rivaux, Kadir Padir. Né dans un monde de violence et de chaos, le parcours de Padir dans le sombre royaume du crime organisé a commencé dès son plus jeune âge. Ayant grandi dans un quartier difficile, Padir a été exposé aux dures réalités de la vie dès le début. Avec des opportunités limitées et un manque de modèles positifs, il a trouvé du réconfort et un sentiment d'appartenance au sein du gang de motards des Hells Angels. C'est là que le véritable potentiel de violence et d'impitoyabilité de Padir a commencé à se manifester. Les Hells Angels, connus pour leur loyauté farouche et leurs activités criminelles, ont fourni à Padir le terrain idéal pour ses ambitions criminelles. Il a rapidement gravi les échelons, gagnant le respect et l'admiration des autres membres du gang. Avec sa stature imposante et sa réputation de brutalité, Padir est devenu une force avec laquelle il faut compter. Au fur et à mesure que son influence au sein du gang grandissait, il s'impliquait dans diverses entreprises criminelles. Du trafic de drogue à l'extorsion, l'empire criminel de Padir s'est étendu, laissant dans son sillage une traînée de destruction. Les Hells Angels lui procurent un sentiment de puissance et de contrôle qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais ce ne sont pas seulement les activités criminelles de Padir qui le distinguent des autres. Il possédait une intelligence rusée et un don pour la manipulation qui faisait de lui un chef redoutable. Il savait exploiter les faiblesses des autres et utiliser la peur comme un outil pour maintenir sa domination au sein du gang. Avec sa montée en puissance, Padir est devenu un symbole de peur et d'autorité au sein des Hells Angels. Son seul nom suffit à semer la terreur dans le cœur de ceux qui osent l'affronter. Mais les membres de son gang ne sont pas les seuls à subir les foudres de Padir. Des civils innocents, pris entre deux feux par les activités criminelles des Hells Angels, ont également souffert de ses mains. Padir n'a montré aucun remords pour les dommages collatéraux causés par ses actions, les considérant comme un sacrifice nécessaire pour le plus grand bien du gang. Cependant, la chance de Padir finira par tourner. Le meurtre de Tahir Özbek s'est avéré être le tournant de sa carrière criminelle. La nature effrontée et calculée du crime a attiré l'attention de la police et du public, ce qui a conduit à un procès très médiatisé qui a révélé la véritable ampleur des crimes de Padir. Dans les salles d'audience de Berlin, les juges tentent à plusieurs reprises de faire taire les criminels qui ne cessent de sourire et de rire, comme des élèves qui ont des problèmes de comportement.
Le meurtre de Tahir Özbek a provoqué une onde de choc dans la ville de Berlin, laissant ses habitants dans un état de peur et d'incrédulité. La brutalité du crime, qui rappelle une exécution de sang-froid, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un acte de violence prémédité. Au cours du procès, les preuves présentées ont permis de dresser un tableau effrayant des événements qui se sont déroulés en ce jour tragique. Le jour du meurtre, Tahir Özbek, un homme de 26 ans qui avait toute la vie devant lui, est entré dans la boutique de Paris en espérant jouer aux cartes avec ses amis. Ce soir-là, il a laissé chez lui son gilet de protection, qu'il porte habituellement lorsqu'il sort. Mais il a sur lui son pistolet Zastava de 7,65 mm, comme il en a l'habitude depuis qu'il a entendu dire que les Hells Angels essayaient de le tuer. Les caméras de sécurité ont filmé chaque moment glaçant, fournissant un enregistrement obsédant du crime qui était sur le point de se produire. En l'espace de quelques secondes, la tranquillité de la boutique de Paris est brisée par des coups de feu. Kadir Padir et ses complices ont déchaîné une pluie de balles, tirant au total 8 coups de feu sur Tahir Özbek. La rapidité et la précision de l'attaque ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un acte de violence soigneusement planifié et exécuté. Les images des caméras de sécurité présentées au cours du procès sont tout simplement terrifiantes. Elles montrent Tahir Özbek, qui n'a pas eu le temps de dégainer son arme lorsque l'agresseur s'est présenté à sa table. Tout se passe très vite. Le tireur vêtu de noir tire 8 balles en seulement 5 secondes, dont 6 atteignent Özbek dans la partie supérieure du corps. La brutalité de l'attaque est évidente lorsqu'il tombe au sol, sans vie. L'insensibilité et l'absence de remords dont ont fait preuve Padir et les autres membres de son gang sont vraiment troublantes. Mais les détails choquants du crime ne s'arrêtent pas là. Après le meurtre, au lieu de s'enfuir, Padir et ses complices ont calmement quitté la boutique de Paris et se sont rendus dans un restaurant de hamburgers voisin pour y prendre un repas. Leur effronterie et leur mépris total de la vie humaine dépassent l'entendement. Les rapports ont montré que le meurtre pouvait être une querelle personnelle ou une lutte pour un territoire. Les enquêteurs ont expliqué qu'il y avait un mélange de querelles personnelles et de conflits territoriaux. Les preuves présentées au cours du procès n'ont laissé aucun doute quant à la culpabilité de Kadir Padir et de ses collègues des Hells Angels. Les témoins ont fait état de la nature calculée et impitoyable de l'attaque en fournissant des récits effrayants des événements qui se sont déroulés ce jour fatidique. Les images des caméras de sécurité ont constitué une preuve indéniable de leur implication dans le meurtre. La défense a tenté de faire valoir qu'il n'y avait aucune preuve concrète reliant Padir au crime, mais les preuves accablantes contre lui ont prouvé le contraire. Apparemment, les enquêteurs ont également indiqué que les fonctionnaires de police étaient au courant du meurtre planifié par les Hells Angels, mais qu'ils n'ont pas donné suite à l'information. Puisque nous avons vu dans cette affaire que de nombreux officiers de police étaient au courant du projet d'assassinat et n'ont absolument rien fait pour protéger la victime. L'accusation a minutieusement présenté les faits, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfiant. Le jury, confronté à l'indéniable vérité, n'a eu d'autre choix que de rendre un verdict reflétant la gravité du crime. Alors que le procès atteignait son apogée, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les familles et les amis de Tahir Özbek, qui attendaient désespérément que justice soit faite, retenèrent leur souffle pendant que le juge rendait son verdict. Kadir Padir et ses collègues des Hells Angels ont été reconnus coupables du meurtre, et le juge a prononcé une peine qui reflétait la nature odieuse de leur crime. Les accusés ont ensuite été condamnés à 7 peines de prison à vie pour le meurtre de la victime, y compris le chef des Hells Angels, Kadir Padir, qui a également été inculpé d'incitation au meurtre. Padir a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui garantit qu'il ne pourra plus jamais marcher dans les rues en tant qu'homme libre. Ses complices ont également été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement, ce qui leur a rappelé que les conséquences de leurs actes se feraient sentir pendant des années. La condamnation a permis à la famille et aux amis de Tahir Özbek de tourner la page, mais elle a également rappelé de manière brutale les dangers que représente le crime organisé. Le procès a révélé la véritable ampleur des activités criminelles de Padir et l'impact dévastateur qu'elles ont eu sur la vie de son entourage. Le procès de Kadir Padir et de ses collègues des Hells Angels est peut-être terminé, mais l'impact de leurs crimes a continué à se faire sentir dans toute la communauté. Les détails choquants qui ont été révélés au cours du procès ont mis en lumière les dessous sombres du crime organisé et ont servi de signal d'alarme pour la société. La condamnation de Kadir Padir à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a apporté un sentiment de justice à la famille et aux amis de Tahir Özbek. Il s'agit d'une petite victoire face à une perte inimaginable. Cependant, les cicatrices laissées par le règne de terreur de Padir ne seront jamais complètement refermées. Le procès a eu un impact profond sur la communauté, l'obligeant à faire face à la réalité du crime organisé et aux conséquences dévastatrices qu'il peut avoir.
Il a rappelé brutalement que personne n'est à l'abri de l'emprise des organisations criminelles et que la lutte contre celles-ci doit être implacable. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.